Bonjour. Alors dans cette partie-là, on va parler de la génétique formelle chez les organismes haploïdes. Je vous rappelle que les organismes haploïdes, ce sont les espèces au niveau desquelles nous avons uniquement un chromosome. Alors chez les organismes haploïdes, ils ont la caractéristique d'avoir gardé leur produit de méiose groupé dans une cellule appelée les tétrades. Alors ces organismes haploïdes qu'on utilise en génétique, ce sont surtout les champignons ascomycètes, tels que les levures, les mosaïsures. Et la plus importante, c'est que chez les organismes haploïdes, nous avons des produits finaux qu'on appelle les asques, et à l'intérieur desquels nous avons les ascospores. Alors chez ces espèces, nous avons un cycle haplobiontique, c'est-à-dire il est dominé par la phase haploïde, et la phase diploïde, elle est très réduite. Donc, juste après la fécondation, après formation des zygotes, vous avez le processus de méiose qui va commencer. En général, les espèces étudiées en génétique des haploïdes, vous avez Sortaria, Neurospora, en gros. Alors, en résumé, si on prend le cycle de développement de Sortaria, vous avez ici les spores qui vont germer. Alors les spores, ils sont N chromosomes, ils vont germer, ils vont donner des individus qui vont se croiser entre eux. Vous avez ici par exemple une souche A qui va se croiser avec une autre souche B. Alors juste après le croisement, vous avez la formation du cellule diploïde, fécondation, et juste après, vous avez la méiose qui va être entamée pour arriver à la formation des asques à l'intérieur desquels vous avez des ascospores ou des spores. Alors, vous avez ici la figure d'un périthèce contenant des asques et à l'intérieur desquels vous avez différents types de formes qui vont refléter le phénomène de croisillon vert qu'on va le voir. Alors, quel est l'avantage que présentent les asques, ou bien plutôt les organismes haploïdes pour la génétique? Alors tout d'abord, l'analyse des asques constitue un double avantage pour la génétique, parce qu'ils n'ont qu'un jeu de chromosomes. Ça veut dire que un génotype, c'est l'équivalent d'un phénotype. C'est pas comme chez les espèces diploïdes. Ici, automatiquement, au niveau des asques, vous avez donc chaque forme que vous voyez, donc ça, en fait, c'est le reflet d'un chromosome. Donc, on n'a pas les problèmes de dominance ou de récessivité. Deuxième des choses, le cycle vital haploïde qui va donner une diploïdie transitoire va être suivi par la méiose, et le généticien pour ces organismes-là ne doit pas prendre en compte les méioses chez les deux parents. Alors, chez les parents diploïdes, vous avez donc chaque parent, il va passer par une méiose pour produire des gamètes. Ici, c'est pas le cas. Vous avez, pour le même organisme, vous avez une cellule diploïde qui va subir la méiose, et on va donc directement lire le produit de la méiose. Donc, en fait, l'étude des méioses individuelles permet aux généticiens d'observer directement le comportement de gènes lors de la méiose sans avoir recours à des déductions. Pour les organismes diploïdes, comme nous l'avons vu, c'est aux généticiens de faire la déduction. C'est à lui de voir comment les choses se présentent théoriquement. Ici, on peut lire directement le résultat à partir des asques. En fait, vous avez la position des spores dans l'asque reflète exactement la position des chromosomes au cours de la méiose, comme on va le voir. Alors, on va commencer chez Neurospora crassa à étudier la ségrégation monogénique, c'est-à-dire la ségrégation d'un gène. Et on va faire au début un croisement entre une souche sauvage qui est caractérisée par des spores noires, et une souche mutante qui est caractérisée par des souches, des asques, plutôt des spores jaunes. Alors, après croisement, et après le phénomène de la méiose, nous obtenons 6 types de groupes. Nous avons
le groupe 1, 2, qu'on va les désigner comme étant des asques de type 1, ou bien des asques de type de prix de réduction, et les asques de type 3, 4, 5 et 6, on les appelle les asques de type post-réduit. Alors, quelle est la différence entre les deux? Alors, on va le voir tout de suite. Alors, la pré-réduction, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'il y a absence d'un crossing over entre le centromère et le gène étudié. Donc ici, vous avez, donc on va reprendre le croisement. Vous avez donc le parent jaune et le parent à spore noir. Alors vous avez donc la karyogamie, c'est-à-dire la formation du zygote des N. Juste après, vous avez la méiose qui va être entamée. Vous avez la couleur noire et la couleur jaune vont être séparées à la fin de la première division de la méiose. C'est pourquoi on parle ici de la pré-réduction. Donc ils vont être séparés à partir de la première division de la méiose et sans qu'il y ait une production d'un crossing over entre les deux caractères ou bien entre les deux chromatides. Après, donc vous aurez donc chaque chromatide qui a été dupliqué par 2 qui a donné deux chromatides sœurs. Vous aurez donc après la deuxième division de la méiose, vous aurez toujours la même répartition noir-noir, jaune-jaune. Juste après la méiose, nous avons une mitose qui va donner enfin un asque qui contient 8 spores ou bien 8 ascospores. Donc ça, c'est un asque de type 1. Donc là, vous avez l'asque de type 1, voilà. Donc vous avez les 4 noirs suivis des 4 jaunes. On peut avoir la même chose, 4 jaunes et 4 asques noirs. Voilà. Alors, pour ce cas-là, c'est la même chose. Donc, vous avez toujours le jaune, la souche jaune et la souche noire qui ont été croisées. Alors ici, il y a juste comment dirais-je, c'est un jeu de positionnement. Donc, au lieu que le jaune occupe la position basse, donc il va occuper la position haute, du haut, et le noir qui va occuper la position du bas, les extrémités de la cellule. Et vous aurez donc, au lieu d'avoir, comme tout à l'heure ici, 4 noirs et 4 jaunes, on va avoir 4 spores jaunes et 4 spores noirs. Donc là, ce sont, comme je vous le rappelle, comme je vous l'avais dit, il s'agit des asques pré-réduits, c'est-à-dire ils sont séparés dès la première division de la méiose sans qu'il y ait le phénomène de crossing over. Alors maintenant, on va voir le cas où on va avoir la production d'un crossing over entre les deux caractères, plutôt entre le gène et le centromère. Vous avez donc le gène, vous avez le centromère. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici un crossing over donc qui va impliquer les deux chromatides homologues, et vous aurez donc un noir qui va être échangé contre un jaune, et la séparation ne se fait que à partir de la deuxième division. C'est à partir de ce moment-là qu'on a séparation du caractère jaune du caractère noir. Donc en fait, vous avez à la fin, après la fin de la méiose et après une mitose supplémentaire, vous avez deux jaunes, deux noirs, deux jaunes, deux noirs. On peut avoir les trois autres positions, les trois autres orientations, c'est-à-dire on peut avoir deux jaunes, quatre noirs, deux jaunes, ou bien deux noirs, quatre jaunes et deux noirs. Donc en fait, on peut avoir les trois autres par le simple jeu d'orientation au hasard pendant la méiose. Alors quel est le rôle de l'étude d'un caractère monogénique chez les asques? Alors tout simplement pour pouvoir calculer d'abord la distance entre le gène et le centromère, parce que chez les espèces diploïdes, d'après les résultats que nous avons eus ou que nous avions analysés, nous n'avons jamais parlé de la distance qui sépare un gène
de son centromère, chez les organismes diploïdes. Alors par contre, chez les ascospores, ou bien chez les asques, ou bien chez les organismes haploïdes, ils nous permettent de calculer plutôt la distance qui sépare le gène de son centromère. Alors pour évaluer la distance, on va prendre l'exemple d'un croisement d'une souche sauvage caractérisée par des spores noirs qui sera croisée avec une souche mutée caractérisée par des spores jaunes. Alors donc on va avoir en descendance F1, on va voir toujours les types 1, les types 2 qui se manifestent avec des proportions beaucoup plus élevées. Les types 3, 4, 5 et 6 se manifestent avec des fréquences inférieures, mais qui sont à peu près les mêmes. Ils sont à peu près égales. Et les types 1 et 2, ils se manifestent eux aussi avec à peu près les mêmes fréquences. Alors que nous avons ici, donc les types 1 et 2, donc ils ont des fréquences les plus élevées, donc ils sont produits en absence du crossing over, donc ils sont dites des asques pré-réduits. Et les types 3, 4, 5 et 6, ce sont les asques qui sont produits par la présence, plutôt à la suite de production d'un crossing over, ils sont dits post-réduits. Alors pour étudier, ou bien plutôt pour calculer la distance qui sépare le caractère étudié, c'est-à-dire le gène étudié de son centromère, donc on va appliquer l'équation suivante, donc D, petit d égale nombre de spores combinés sur le nombre total fois 100. Alors dans l'exemple étudié, nous avons le caractère étudié, c'était le J, le gène J. Alors le petit d qui sépare le gène de son centromère, donc c'est 43 plus 41 plus 44 plus 42 fois 4. Alors 4 parce que tout simplement au niveau d'un asque, vous avez la moitié des asques sont parentaux et l'autre moitié sont des asques recombinés. Sont des spores recombinés et la moitié sont des spores parentaux. Ce qui fait qu'on doit obligatoirement multiplier par 4 fois le total, c'est-à-dire le 500, c'est-à-dire la valeur 500, les fixes, fois 8. C'est au niveau de chaque asque, chaque asque contient 8 spores, donc ça fait 500 fois 8. Alors ici, la distance, elle est estimée à 17 centimorgans. Enfin, c'est la distance qui sépare le gène J de son centromère. Alors on va donner d'autres exemples. Alors dans le tableau ci-dessus, d'autres études ont été réalisées chez Neurospora crassa et nous avons obtenu différentes valeurs pour chaque caractère étudié. Vous avez le caractère scumbo, vous avez le caractère sur leucine, c'est-à-dire on fait cultiver les asques sur un milieu sans leucine, et donc ça, la souche, donc il est désigné comme étant son leucine. Vous avez aussi la souche désignée par le mot leucine. Vous avez donc des souches qui possèdent la possibilité de pousser sur un milieu sans colline, etc. Alors pour chaque caractère, nous avons des valeurs pour le nombre de type 1 ou 2 et le nombre d'asques de type 3, 4, 5 aussi, c'est-à-dire ce sont des asques au niveau desquels on a eu la production d'un crossing over. Alors ici, vous avez donc, d'après les données du tableau, on peut par exemple calculer la distance qui sépare le gène, le caractère ci par rapport à son centromère. Alors qu'est-ce que nous avons comme valeur? On va prendre donc 40 fois 4, donc 40 spores fois 40 ascospores, 40 asques fois 4 sur le nombre total qui est 234 fois 8 et ça nous fait 7,3% ou bien 7,3 centimorgans, c'est-à-dire c'est la distance qui sépare le caractère sin par rapport à son centromère. Alors ici nous avons un cas particulier. Vous avez ici pour le caractère scumbo par exemple, nous avons le nombre d'asques de type 3, 4, 5 ou 6, c'est 0. Alors pourquoi 0? Alors là, on va faire
le calcul, donc ça va nous faire petit d égale 0 sur le total, ça va nous faire 0 bien sûr. Alors tout simplement parce que le gène il est tellement proche de son centromère qu'en réalité on ne peut pas avoir un consigne ovaire, c'est-à-dire on ne peut pas avoir les astres post-réduits. Ce qui fait que plus le gène, c'est à peu près c'est la même règle que nous avons vue pour le linkage des organismes des plus. C'est-à-dire plus le gène il est proche, plus les gènes sont proches, plus le pourcentage d'avoir un consigne ovaire est faible, et plus les gènes sont éloignés, plus on a des possibilités d'avoir des consignes ovaires. Alors maintenant, on va voir la ségrégation de deux couples d'allèles. C'est un autre, comment dirais-je, c'est une situation au niveau de laquelle donc on va avoir deux gènes. Alors ces deux gènes, ils peuvent soit être situés sur les mêmes chromosomes ou bien situés sur des chromosomes différents, comme c'était le cas pour les organismes diploïdes. Alors donc on va faire un croisement entre deux individus, deux parents qui appartiennent à deux souches différentes. Un parent il est de type petit a petit b et l'autre parent il est de type petit a plus b plus, c'est-à-dire double sauvage. Alors la descendance obtenue à la suite de ce croisement, donc on va avoir trois classes, soit le petit a, donc un classe au niveau duquel nous avons que les parentaux, c'est-à-dire vous avez les petit a petit b, petit a petit b, petit a plus, b plus, petit a plus, petit b plus. Une deuxième classe d'asque au niveau de laquelle nous avons les types recombinés et parentaux. On n'a que les types recombinés. Nous avons petit a b plus et petit a plus b. Donc là c'est R, c'est pas B, c'est des types recombinés, c'est une erreur de ma part. Et nous avons une troisième catégorie d'asque qui contient et les parentaux, c'est-à-dire le petit a petit b, le petit a plus b plus, et les recombinés, c'est-à-dire les petits a b plus et les petits a plus b. Alors donc là, en réalité, vous avez trois types qu'on va les désigner par les dix types parentaux, qui sont formés uniquement des combinaisons allyliques parentales, les dix types recombinés qui sont des asques formés de spores recombinés, et les tétratypes qui sont formés de spores parentaux et recombinés. Alors, comment donc imagine maintenant on va imaginer la situation de deux gènes ou bien de deux couples d'allèles qui sont situés sur deux paires de chromosomes différents. Donc là, cette situation, il est valable pour les asques, pour les gènes liés et les gènes indépendants. Maintenant, on va séparer. Donc, on va voir le cas de deux couples d'allèles séparés, c'est-à-dire situés sur deux chromosomes différents. Alors, toujours, bien sûr, on va voir des associations parentales, des types parentales, des associations combinées qui vont regrouper le petit a b et le grand A grand B. Donc là, on a changé les parentaux. Nous avons donc deux souches petit a grand B et grand A petit b. Et nous avons, au niveau de la descendance, une association parentale au niveau de laquelle nous avons les parentaux petit a grand B, grand A petit b, et les associations combinées, c'est-à-dire petit a petit b et grand A grand B, qu'on les désigne par les tétratypes. Pardon. Alors l'origine des types parentaux, des types recombinés et les tétratypes. Alors en fait, c'est au niveau de la méiose qu'on peut avoir les différents types. Pardon. Alors les dix types parentaux et les dix types recombinés, donc ils ont les mêmes origines. On les obtient lorsque les deux couples d'allèles sont pré-réduits ou post-réduits, c'est-à-dire ils proviennent de la répartition des centromères à la première division de la méiose et de l'absence de crossing over ou d'un crossing over entre chacun des deux gènes et son centromère. Donc soit qu'on n'a pas de crossing over, pas du tout, comme ici par exemple, ou bien la production d'un crossing over entre chacun des deux gènes, comme ici et ici. Alors les tétratypes, quant à eux, ils ne proviennent qu'un d'un crossing over entre un des deux gènes et son centromère. Vous avez soit l'un, soit l'autre.
Alors comment dirais-je, pour évaluer les pourcentages des ditypes parentaux et les ditypes recombinés dans le cas des gènes indépendants, alors on doit, dans le cas de ces deux gènes-là, qui sont situés sur deux chromosomes séparés, on doit avoir la même fréquence aussi bien chez les ditypes parentaux que chez les ditypes recombinés. Si jamais nous avons cette situation, on dit que automatiquement la ségrégation des découpes d'allèles sont indépendantes et les fréquences des deux catégories d'P et DR sont égales. Alors pour la deuxième situation, c'est-à-dire lorsque les gènes seront, ou bien plutôt sont situés sur le même chromosome, alors lorsque vous dites deux caractères situés sur un même chromosome, automatiquement on va penser au phénomène de crossing over qui se produisent lorsque on a des gènes qui sont situés sur le même chromosome. Alors devant cette situation-là, on a soit l'absence de crossing over, soit la formation d'un crossing over, soit la formation d'un double crossing over. Donc selon la situation. Alors dans le tableau ci-dessous, dans le présent tableau, donc on va voir les différentes situations qui nous permettent d'aboutir soit à des types parentaux, soit à des tétratypes, soit à des types recombinés. Alors on va commencer par l'absence de crossing over. Normalement, si jamais on n'a pas de crossing over, comme ici par exemple, on va aboutir à des types uniquement parentaux. Vous avez le petit a, petit b, le petit a, petit b et le a+, b+. Les types parentaux, on peut aussi on peut les avoir lorsque nous avons un double crossing over entre deux chromatides de notre composition chromosomique. Alors pour les tétratypes, on peut les avoir suite à la production d'un seul crossing over, ou bien suite à la production d'un double crossing over, mais qui implique seulement 3 chromatides. Vous avez ici 3 chromatides qui sont impliquées dans le double premier crossing over, deuxième crossing over. Ici c'est la même chose, vous avez un crossing over et un deuxième crossing over avec un quatrième chromatide qui est épargné. Et ici c'est la même chose. Alors pour les ditypes recombinés, alors vous avez deux crossing over et ce sont les 4 chromatides qui sont impliqués par ce phénomène-là. Alors sur ce schéma-là, on va présenter les choses. Donc vous avez, au départ, nous avons croisé un génotype petit a plus b plus avec un individu, ou bien une souche petit a petit b. Donc vous avez ici, ce sont des gènes qui sont liés. Après, au niveau de la descendance, vous avez soit les ditypes parentaux, soit les tétratypes au niveau desquels nous avons des recombinants et des parentaux, soit des types recombinés qui contiennent uniquement les recombinants. Alors, en résumé, donc les ditypes parentaux proviennent de l'absence de crossing over ou double crossing over touchant les mêmes chromatides. Les ditypes recombinés proviennent de double crossing over touchant les 4 chromatides. Et les tétratypes proviennent de simple crossing over ou de double crossing over touchant 3 chromatides. Donc en fait, c'est les 3 situations qu'on peut avoir et qui aboutissent aux 3 catégories des asques, c'est-à-dire les DP, les DR et les tétratypes. Alors pour le calcul, alors sachant qu'on est en présence de 2 caractères, de 2 gènes qui sont situés sur le même chromosome, alors donc on va appliquer une nouvelle formule qui est D. Donc D ici c'est la distance qui sépare le premier gène du second gène. Il est exprimé par la formule DR, c'est-à-dire la fréquence des individus des asques DR plus 1/2 des tétratypes sur le nombre total des tétrades. Bien sûr, on doit multiplier par 2. Alors remarque, donc en fait,
je vous le rappelle, lorsque le nombre des DP et des R, pour le cas des gènes liés, le nombre des DP et des DR ne doit pas être égaux. Si vous avez un nombre de DP et de R qui sont égales, ça veut dire que nous sommes en situation de de gènes indépendants. Et lorsque ces valeurs sont différentes, donc on doit parler automatiquement de deux gènes qui sont liés. Donc bien sûr, pour vous donner plus d'explications, donc je vais vous lancer une série de travaux dirigés qui sont consacrés pour l'analyse des descendants avec les valeurs qui vont avec. Merci et à la prochaine séance.